Vous voyez bien cette télé, elle est bien en marche. Mais je vais l'éteindre et vous allez remarquer quelque chose d'étrange. Suivez-moi bien. Je débranche même. Voilà. Voilà, j'ai débranché. Mais pourquoi cette LED-là reste toujours allumée? La réponse, dans mon bureau. Mais avant tout, je vais d'abord m'hydrater. Parce qu'il fait hyper chaud et le trajet est long. À l'instant, tu as sans doute remarqué ce que j'ai annoncé au début de ma vidéo. Peut-être au niveau du chargeur d'ordinateur portable ou de téléphone portable. Lorsque tu débranches ton chargeur, tu vois que la LED est toujours allumée. Mais la question que tu peux te poser, mais comment se fait-il que la LED est toujours allumée, sachant très bien que tu as déconnecté en fait du secteur ton chargeur? Eh bien, je donnerai la réponse dans cette vidéo si tu me suis jusqu'à la fin. Bonjour à toi, si tu viens de me découvrir, c'est monsieur Kana Fulbert Siri de la technologie démystifiée. Et sur cette chaîne, je parle de la technologie, de l'électricité en général. Et la thématique même que j'aborde maintenant, c'est sur l'électronique de puissance. Bien, j'avais abordé dans ma précédente vidéo le redressement commandé. J'ai donné les différents modes de fonctionnement sur ce redressement commandé. J'ai parlé du pont tout thyristor avec 4 thyristors. Avant cela, j'avais montré même comment le thyristor fonctionnait. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, vous pouvez aller sur ma page, vous allez trouver cette vidéo. Eh bien, aujourd'hui, je parlerai maintenant d'une autre variante de ce type de redressement qu'on appelle le redressement commandé. Mais ce type de redressement-là ne se fera pas seulement avec les thyristors, mais on va mixer en fait. On mettra ensemble les thyristors et aussi les diodes. Voilà pourquoi on parle de pont mix. Voilà. Le pont mix n'est rien d'autre qu'en fait que un mixage de diodes et de thyristors. Je vais faire rapidement le schéma, mais avant tout, il faut que je donne en fait les domaines d'application de ce type de redressement. J'ai montré clairement en fait dans le redressement non commandé avec purement les diodes. En fait, le domaine d'application, c'était purement pour la conversion d'une tension alternative en une tension continue. Dans les chargeurs, c'est ce qui est plus utilisé. Voilà. Mais quand on bascule maintenant dans le redressement commandé, ça devient autre chose. Ce n'est plus seulement une conversion de l'énergie, une conversion d'une tension alternative en une tension continue. Mais ici, on fait la conversion, mais on a la capacité de régler la valeur moyenne de la tension des sorties. Bien évidemment à cause des thyristors qui sont des diodes commandés à la fermeture. Je vais donner au moins 3 domaines d'application. Bien évidemment, le premier domaine d'application, c'est au niveau des systèmes de freinage électrodynamique. On utilise le redressement commandé dans le freinage électrodynamique à cause en fait du fonctionnement du pont tout thyristor en ondulaire assisté ou ondulaire non autonome. Parce qu'en cas de freinage, l'énergie est encore restituée au réseau. Voilà pourquoi on parle d'onduleur non autonome ou encore onduleur assisté par le réseau. Deuxième type d'application, les alimentations régulées en courant continu. Et enfin, troisième type d'application, les systèmes de freinage électrodynamique. Voici. La liste est non exhaustive. Voilà, il y a trop d'autres domaines dans lesquels on utilise, mais j'ai cité seulement 3. Bien. Le pont mix, on verra ici le schéma. En premier point, schéma de montage. De ce schéma va découler maintenant le principe de fonctionnement.
T2. Okay. Ok. Voici en fait, en quelque sorte, le schéma de montage. On a 2 thyristors et une diode en série avec chaque branche avec le thyristor. Le thyristor T est en série avec la diode D1, T2 aussi avec la diode D2. Voilà pourquoi on parle de pont mix. Les thyristors ici servent à retarder en fait l'amorçage. Mais les diodes servent ici à la commutation naturelle, puisque une diode, c'est un interrupteur unidirectionnel qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Mais le thyristor, lui, en fait, sa conduction est retardée à cause de l'angle de retard à l'amorçage qu'il avait nommé alpha ou encore θ, ainsi de suite, dans la précédente vidéo. Voilà. Donc, voici en fait le schéma du montage. Et le fonctionnement est simple. On verra le fonctionnement au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vidéo. Suivez-moi bien. Bien. Le fonctionnement est lequel ici? Dans la précédente vidéo, je rappelle toujours que j'avais donné la définition du thyristor et aussi son principe de fonctionnement. Ici, nous sommes dans un cas de conduction ininterrompue à cause de l'inductance de lissage L. Quand on a une inductance de lissage dans le montage, ça lisse en fait le courant de telle sorte que le courant soit quasiment constant. Mais si j'avais placé un condensateur, ça allait en fait filtrer la tension aussi. Plus j'augmente la capacité de ce condensateur, j'aurai une tension de sortie aussi quasiment constante. Bien, mais on se limite seulement au lissage du courant ici. Entrons dans les détails du fonctionnement ici. Voici la courbe de la tension U en volts. De 0 à alpha ici, voilà. De 0 à alpha, on est dans l'alternance positive. On voit que la tension est dans cette alternance positive. Par convention, j'avais bien dit que la flèche que nous voyons ici, le bout de la flèche, c'est un plus, et le pied, c'est un moins. On voit du coup qu'il y a un plus à l'anode du thyristor T1 et un moins sur la cathode de la diode D2. Un moins sur la cathode d'une diode, ça veut dire qu'il y a un plus sur l'anode. Ça veut dire que la diode D2 est en conduction. Mais le thyristor T1, il y a un plus sur l'anode. Le thyristor ne se comporte pas du tout comme une diode. Même s'il y a une tension positive à l'anode, il ne va pas directement se mettre en conduction. Il faut attendre d'abord qu'il soit amorcé. Donc ici, ce thyristor T1 est amorçable sur l'intervalle T élément de 0 à alpha, alpha ouvert, hein, pour dire que l'impulsion n'est pas encore arrivée. T1 est amorçable. Amorçable, mais n'a pas encore reçu en fait l'impulsion pour se mettre en conduction. Ce qui veut dire, surtout encore qu'on est dans une conduction de courant ininterrompue ici, ça veut dire que T2
est en train de conduire en fait le courant. Si T2 conduit et D2 qui conduit, c'est comme si le courant en fait circulait comme ça. Tout simplement. Et à partir de ce principe-là, je vais revenir sur ce que j'avais annoncé au début de ma vidéo, si tu me suis jusqu'à la fin. Voilà. Bien. Donc à T, élément de l'intervalle 0 à alpha, T1 amorçable, mais ne conduit pas. Alors, T2 et D2 conduisent. T2 et D2 conduisent. Lorsque T2 et D2 conduisent, voilà, si on veut schématiser en fait la tension U ici, voyez si ces deux-là conduisent, c'est comme si le réseau, le secteur là même était déconnecté en fait. C'est comme si on était purement dans une condition comme ça. Le courant circule de la charge au niveau des diodes thyristors, mais le secteur n'est plus à mesure en fait de fournir l'énergie au réseau, c'est-à-dire à la charge, je dis au réseau. Le secteur en ce moment-là ne fournit même plus l'énergie en fait à la charge, mais on se rend compte que le courant circule, tout simplement, comme ça. Ça, c'est de 0 jusqu'à alpha ouvert, avant qu'on envoie l'impulsion sur la gâchette du thyristor T1. Et lorsque cela se produit, on sait une chose. Lorsque D2 conduit et T2 aussi sont en conduction, ils se comportent comme des interrupteurs fermés. Interrupteurs fermés, tension alors nulle. Je rappelle ici qu'ils sont des composants qui sont parfaits. Voilà. Donc du coup, si on fait une simple loi de Maille, on aura U qui est égal à 0, US est égal à 0. Puisque si le courant passe par là, U de D2, U T2, si on fait la loi des mailles, c'est comme si on aura US plus U T2 plus U D2 égale à 0. Et ces deux-là sont nuls quand ils sont en conduction. Ce qui implique alors que US est égal à 0. Donc du coup, si je veux tracer le schéma et la courbe de la tension U S ici, de 0 à alpha ouvert, c'est à 0. Bien. Maintenant, à partir de T égale à alpha, c'est à l'instant T où on arrive à alpha, c'est-à-dire on envoie l'impulsion, T1 se met à conduire. D2 va rester toujours en conduction, puisque la diode, de 0 à T sur 2, voilà, c'est-à-dire à 10 millisecondes, D2 reste en conduction. Maintenant, le sens du courant va changer. Le courant qui circulait comme ça ne va plus circuler comme ça, puisque T2 cesse de conduire à partir de l'instant T égale à alpha. La diode D2 reste en conduction et le thyristor T1 commence maintenant à conduire. Alors, le courant va passer par le thyristor T1, monter, passer par la charge, revenir passer par la diode et ressortir. Je reprends pour une bonne compréhension. À T égale à alpha, c'est-à-dire on envoie l'impulsion sur la gâchette du thyristor T1, le thyristor T1 se met à conduire. Alors l'intensité du courant circule dans ce thyristor, passe par la charge et ça retourne au niveau de la diode D2 pour retourner au secteur, tout simplement. Et lorsque cela se produit, bien évidemment en faisant toujours la loi de Maille, si je montre le schéma
le circuit maintenant qui est comme ça. C'est comme si bien entendu, laissons tomber les tensions des thyristors et diodes, hein, parce que quand le thyristor conduit, sa tension est nulle. C'est comme si on a U moins US égale à 0. Égale à 0. Alors, ça implique alors que US est égal à U. Donc, si je dois tracer comme si on aura quelque chose de comme ça. Voilà. Et maintenant, pour ne pas confondre en fait les deux, voilà. Donc voilà comment la tension U, bien évidemment ça c'est la tension USR. Voilà. Voici comment la tension là se comporte en ce moment. Et ce thyristor là va rester en conduction jusqu'à T sur 2 à 10 millisecondes. On est en train d'aller maintenant dans l'alternance négative. Maintenant, même quand on rentre dans l'alternance négative, l'impulsion, la deuxième impulsion de alpha vient à T sur 2 plus alpha, c'est-à-dire à cet instant-là. Avant cet instant-là, normalement, T2 est amorçable, mais comme l'impulsion n'est pas encore arrivée, ça veut dire que T1 reste toujours en conduction en attendant qu'on arrive à l'instant T sur 2 plus alpha. Mais en ce moment, la diode D2, comme on rentre dans l'alternance négative, en fait, ne laissera plus passer le courant. Cependant, son homologue D1 va maintenant prendre le relais. D1 se met à conduire, T1 continue toujours sa conduction et T2 reste bloqué. La même chose qui s'était produite au début se produit, mais maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'autre bras. Ces deux éléments du même bras se mettent maintenant en conduction. Et quand ces deux se mettent à conduire, c'est comme si le réseau était à nouveau encore déconnecté. Donc le courant circule comme ça, sans même d'intervention maintenant du secteur, tout simplement. Et en ce moment, la tension de sortie U est encore nulle, tout simplement, comme ça. Jusqu'à l'instant T, élément maintenant de l'intervalle alpha plus T sur 2 à T. Voilà. On peut fermer même si je veux. Voilà. Jusqu'à cet intervalle-là, à partir de cet intervalle T plus et T sur 2, pardon, plus alpha, l'impulsion est arrivée maintenant sur la gâchette du thyristor. T2, alors T2 se met à conduire et T1 cesse maintenant la conduction. Mais en ce moment, D1 reste toujours en conduction puisqu'on est dans l'alternance négative. Donc du coup, c'est comme si le courant passait comme ça, passe par le thyristor, passe par la charge, ça revient sur D1 et puis ça ressort, tout simplement. Donc si nous faisons une simple loi des mailles, on passe par là, US, on passe par T2, mais la tension de T2, comme T2 est passante, cette tension est nulle, on passe par U, plus U, et on passe maintenant à, je reprends pour une bonne compréhension, on est dans l'alternance négative. C'est comme si l'intensité et le courant avait changé de sens. Et ça passe comme ça. Ça passe par le thyristor T2. Du thyristor T2, on passe par la charge. Et de la charge, on passe par la diode D1. De D1, maintenant, on retourne. Donc, du coup, c'est comme si on avait U. Si nous voulons, on peut lire la maille de là. Ou encore de là. Mais en ce moment, on va passer par là, comme ça, comme ça, comme ça.
Mais lisons dans ce sens. Donc, on a U, US. On pourrait prendre plus UT2, mais bon, comme c'est une tension nulle, on a US, on passe par là, plus U est égal à 0, tout simplement. Et ce qui implique alors que US est égal à moins U. Bien évidemment, voici comment U est. Donc, moins U, c'est comme ça. Voilà, ça c'est la tension moins U. Et comme on dit que US est égal à moins U, vous voyez, ça fait ça. Voilà. Et ça répète la même chose, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici comment, oh là là, je vais bien tracer la tension là. Voilà. Voici comment la tension US se comporte. Et ça continue comme ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, je reviens à ce qui avait été annoncé au début de la vidéo. Qu'est-ce qui fait que, en débranchant la fiche de la télévision du secteur, ou encore de ton chargeur d'ordinateur portable ou de téléphone portable, tu te rends compte que la LED est toujours allumée. Suis-moi très bien. J'ai expliqué ici que de l'intervalle 0 à alpha ouvert, c'est-à-dire avant qu'on envoie l'impulsion sur la gâchette de T1, T1 amorçable, mais qu'on n'a pas encore reçu son impulsion de gâchette, donc il reste bloqué. Du coup, c'est T2 et puis D2 qui sont en marche. Quand ces deux sont en marche, on a une continuité de courant dans ce sens-là. Je vais même schématiser rapidement. C'est comme si on avait les interrupteurs fermés comme ça. Et puis la charge. Voilà. L'intensité du courant circule comme ça. C'est-à-dire rien ne vient du secteur pour alimenter la charge. C'est ça qui fait que même si on déconnecte, même si on débranche le câble d'alimentation, tu vois toujours un courant qui circule dans la charge. J'ai pris l'exemple de la télé que j'avais montré allumée et quand j'ai éteint, je débranche même le câble de la télévision du secteur et vous voyez toujours, vous avez vu la LED allumée pendant longtemps même. Voilà. C'est à cause de ce composant-là, l'inductance que vous voyez là, qui emmagasine en fait une quantité d'énergie pendant la marche. Et lorsqu'on coupe l'alimentation et qu'on déconnecte même du secteur, elle restitue complètement l'énergie emmagasinée. C'est lorsqu'elle sera complètement vidée de toute son énergie que vous allez voir la LED s'éteindre. C'est ce qu'on appelle ici la phase de roue libre. Une phase où la charge est alimentée par du courant, même après déconnexion même du secteur. On appelle ça la phase de roue libre. Je vais noter ça ici, RL, c'est ce que vous voyez là. Tension nulle, mais il y a une intensité du courant qui circule. C'est la phase de roue libre. Donc, ce que j'avais montré en début de la vidéo, voici l'explication palpable. On appelle cela une phase de roue libre.
Bien. Maintenant, on va essayer d'attaquer les courants. Oh là là. Pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue, il faudrait que je puisse donner en fait la formule, comme j'ai montré l'allure de la tension. Je voulais montrer les allures du courant, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. La valeur moyenne de la tension. La valeur moyenne de la tension ici. US moins, ce n'est rien d'autre que la tension d'entrée, le summum de la tension d'entrée ou la valeur traite sur pi, facteur de 1 plus cosinus θ. Ou je pourrais dire cosinus alpha, ça ne change pas. Voilà. Comme j'ai même utilisé alpha, c'est mieux que je dise cosinus alpha. Tout simplement. Disons cosinus alpha. Voilà. C'est tout. Voilà la formule en fait de la valeur moyenne de la tension de sortie d'un pont mixte. Dans une prochaine vidéo, on verra en fait la représentation graphique de l'intensité du courant qui passe au niveau du thyristor T1, l'intensité aussi qui passe au niveau du thyristor T2, D1, D2. Voilà, tout simplement. Merci, je vous attends dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire pour d'éventuelles questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne afin de ne rien manquer de toutes mes prochaines vidéos. Je vous remercie.